Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous propose 5 conseils pour bien digérer et vous sentir mieux après les repas. Et même un 6e conseil en bonus. Ce sont des conseils de bon sens, que vous avez peut-être déjà entendus ou que vous appliquez peut-être déjà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment ça fonctionne pour vous. Bien s'alimenter est une chose, mais si on ne digère pas bien, les meilleurs aliments du monde n'auront qu'un effet très limité pour notre santé, voire même pourront dans certains cas devenir néfastes. Par exemple, qu'y a-t-il de meilleur qu'une pomme bien fraîche et bien juteuse ? C'est l'aliment santé par excellence, chargé d'énergie vitale, avec juste ce qu'il faut de glucides, rempli d'antioxydants, mais aussi riche en fibres, en vitamines et en eau. Et en plus, elle est belle, colorée, locale, abondante. What else ? Oui, mais dans certaines circonstances, il se peut que tous ces bienfaits ne profitent pas à votre organisme. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, si votre muqueuse intestinale est inflammée ou en mauvaise santé, les fibres présentes dans la peau de la pomme peuvent malheureusement entretenir les dégâts, car elles ont la capacité d'être irritantes pour cette fine paroi. Il faut savoir que la muqueuse intestinale est relativement fragile, en particulier au niveau de l'intestin grêle, car elle n'est constituée que d'une seule couche de cellules. Le problème, c'est que notre alimentation moderne, pleine de produits chimiques ou toxiques, la met à l'épreuve en permanence, plusieurs fois par jour. Et une muqueuse en mauvais état ne nous permettra pas de bien assimiler ce que nous avalons. C'est comme ça que les bons nutriments de la pomme peuvent ne jamais arriver jusqu'à notre sang, donc jusqu'à nos organes et nos tissus. Ça n'est pas la faute de la peau de la pomme, mais elle peut entretenir le problème. Donc, si vous détectez des carences en vitamines ou en minéraux dans vos analyses sanguines, plutôt que de prendre pendant des années des compléments alimentaires pour combler ces déficits, je vous suggère déjà de vous poser la question « Est-ce que mes intestins sont en bon état ?» Bref, dans cet épisode, je ne vais pas vous expliquer comment renforcer votre terrain intestinal. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher d'un naturopathe ou d'un médecin si vous pensez avoir une pathologie digestive, mais je vais vous donner quelques conseils pour faire en sorte d'être dans de bonnes conditions pour digérer vos repas correctement. Conseil numéro 1, réapprenez à écouter vos sensations. Lorsque vous avez froid, vous vous couvrez. Mais vous ne mettez pas de doudoune s'il fait 30 degrés, n'est-ce pas ? Eh bien, en ce qui concerne notre alimentation, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, pourquoi mangeons-nous ? Vous allez me dire, pour le plaisir ? Ok, mais nous mangeons surtout pour satisfaire un besoin physiologique. Lorsque notre corps a froid, il va grelotter pour créer de la chaleur, et lorsqu'il a chaud, il va transpirer pour se rafraîchir. Et lorsqu'il a faim, il va créer une sensation de faim dans notre ventre. C'est sa manière de dire à la partie de notre cerveau qui analyse nos ressentis « Eh oh, je commence à manquer de glucides pour créer de l'énergie et de protéines pour renouveler mes tissus. » Donc, si l'on n'a pas faim, c'est sans doute que le corps n'est pas en demande de nutriments. Et quand je dis le corps, je parle de notre organisme, mais également des microbes que nous hébergeons, car peut-être ne le savez-vous pas, mais notre microbiote intestinal se nourrit aussi de ce que nous mangeons, et il communique avec notre cerveau lorsqu'il a faim. Et oui, ça peut faire mal aux oreilles d'entendre ça, car notre ego d'humain en prend un coup, mais nos choix et nos ressentis sont souvent influencés par les microbes qui vivent en symbiose avec nous, dans notre ventre. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers mon e-book « Microbiote intestinal et santé » disponible sur mon site. Bien sûr, il peut arriver que notre horloge alimentaire interne soit déréglée, et dans ce cas, la sensation de faim sera soit constante, soit absente. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de consulter pour tenter de remédier au problème, car il peut s'agir d'un dérèglement hormonal, d'un déséquilibre du microbiote intestinal ou d'autres troubles de santé. La sensation de faim ou de soif peut également s'estomper chez les personnes très âgées. Mais dans la majorité des cas, remettez-vous à vous écouter. C'est souvent à force de grignoter en permanence que nos sensations se dérèglent.
Nos ancêtres n'avaient pas toujours de quoi manger à leur faim, mais nous sommes aujourd'hui tombés dans l'excès inverse dans nos sociétés occidentales. Nous mangeons souvent trop. On nous a appris à prendre impérativement un petit déjeuner quand nous étions petits pour avoir de l'énergie pour la matinée et pour grandir. Mais je pense que les personnes qui écoutent ce podcast ont fini leur croissance, alors plus la peine d'écouter la voix de vos parents qui résonne encore en vous. Écoutez-vous. Est-ce que vous avez faim en vous levant ? Si la réponse est oui, mangez. Mais si la réponse est non, pas la peine de vous forcer. Un verre d'eau tiède ou une infusion fait très bien l'affaire, quitte à emporter dans ses poches quelques noix ou une pomme si l'on a peur d'avoir faim dans la matinée. Sachez que pendant la nuit, le corps se répare et se régénère, et si vous n'avez pas faim le matin, c'est probablement que le boulot n'est pas terminé. Vous vous ferez donc un cadeau en permettant à votre corps de finir ce qu'il a commencé pendant la nuit. En fait, souvent, on pense avoir faim, mais en réalité, on recherche des sensations. Un goût, une odeur, du plaisir, du réconfort, un remplissage pour combler un vide émotionnel. Qui ne s'est pas jeté sur un cookie après avoir appris une mauvaise nouvelle ? Donc lorsque ça vous arrive, je vous propose de prendre quelques secondes pour vous poser la question. Attends, est-ce que j'ai vraiment faim ? Et d'ailleurs, qui a faim en moi ? Est-ce vraiment mon estomac ? Ou bien mon cœur, ma tête ? Et pour éviter le grignotage, commencez par boire un verre d'eau ou une infusion, et puis voyez si la faim persiste. Conseil numéro 2, déstresser. Avant d'attaquer le repas du midi ou du soir, je vous propose de créer une sorte de sas de décompression. De prendre quelques instants pour vous poser, en vous concentrant sur votre respiration. Prenez une grande inspiration, puis expirez lentement et profondément, en relâchant toutes les tensions en vous, et particulièrement au niveau de vos épaules, de vos mâchoires et de votre ventre. Faisons-le ensemble. Inspirez. Expirez profondément. Inspirez. Expirez profondément. Vous sentez comme tout votre corps se détend ? Vous pouvez également faire 2 ou 3 soupirs volontaires. Ces respirations, qui mettent l'accent sur des expirations longues, permettent au système nerveux parasympathique d'être activé. Or, c'est ce mode parasympathique qui gère la digestion. C'est pour cela qu'un repas pris sous stress sera mal digéré, mal assimilé, et au final, générateur de tout un tas de toxines qui vont encrasser votre organisme. Car le stress active l'autre mode du système nerveux autonome qui nous régit, le système nerveux sympathique, prévu pour pouvoir se défendre ou s'enfuir face à un danger. Mais quand il est activé, la digestion est stoppée pour que toute l'énergie soit disponible pour fuir ou se battre. Les Anglais disent « fight or flight » pour désigner cette fonction du système nerveux, et « rest and digest » pour le mode parasympathique. Donc, vous voyez pourquoi il est important d'essayer de manger dans le calme, en prenant votre temps, assis, sans vous énerver contre votre voisin ou votre collègue. Et pensez à prendre quelques grandes respirations en vous mettant à table pour envoyer le signal à votre corps que ça y est, ça va être le moment de manger et de digérer. Conseil numéro 3, évitez de manger devant un écran. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais vous donner un argument qui peut peut-être vous convaincre. Des études ont montré que prendre son repas en regardant un écran, un film ou une série, fait que notre cerveau est captivé par les images et qu'on perd la notion des quantités de nourriture qu'on ingurgite. On va donc se mettre à manger en mode pilote automatique et moins mastiquer, ce qui va en plus dégrader la qualité de la digestion. Cela peut paraître fou, mais 1/3 des enfants de 0 à 3 ans en France mangent régulièrement devant un écran. Nous habituons donc trop tôt nos progénitures à cette manie, qui peut donc entraîner une prise de poids, chez eux comme chez nous. D'autant plus que si le cerveau n'a pas vraiment compris que l'on a mangé, il peut potentiellement déclencher des envies de grignotage peu de temps après le repas.
Sans parler de l'appauvrissement des échanges entre les parents et les enfants à table, qui pourra se traduire par un développement moins bon du langage et des capacités cognitives. Je vous mets un article de Science et Avenir sur le sujet en descriptif de l'épisode. Et si l'on mange devant les infos ou des vidéos anxiogènes, voire devant des films d'action ou stressants, on risque de faire repasser notre système nerveux en mode sympathique, de lutte ou de fuite, et on retombe dans les problèmes dont je vous ai parlé précédemment, qui mènent à une mauvaise digestion. Conseil numéro 4, mastiquez bien vos aliments. À quoi servent nos dents ? Petit rappel d'anatomie. Les canines servent à déchiqueter, les incisives servent à couper, et les prémolaires et molaires servent à broyer. Les dents les plus nombreuses sont donc celles qui servent à broyer la nourriture, et ce n'est pas un hasard. Si l'on poursuit sur l'anatomie du système digestif, vous savez que tout ce qui est passé par notre bouche se retrouve fatalement dans notre estomac. Or, comme l'estomac n'a pas de dents, il faut que ce qui y arrive soit le plus simple à traiter. C'est-à-dire le plus liquide possible, car la digestion utilisant déjà beaucoup d'énergie, pas la peine d'en rajouter en demandant à notre estomac de faire le travail qui aurait dû être fait dans notre bouche à grand renfort de malaxage, d'enzymes et d'acide chlorhydrique. Alors, comment rendre les aliments liquides ? Eh bien tout simplement en les mâchant pendant longtemps. Je vous vois venir, vous allez me dire, il n'y a qu'à manger uniquement des jus, des purées ou des soupes. Oui, ça serait pratique, sauf que je vois plusieurs désavantages majeurs au fait qu'on n'aurait plus à mastiquer. D'abord, mastiquer permet de mélanger les aliments à la salive, ce qui va faciliter leur digestion. Ensuite, mâcher longuement envoie une information au cerveau, qui déclenchera au bout d'un moment une sensation de satiété. Et enfin, la mastication permet de solliciter les muscles de la mâchoire, ainsi que les dents et les gencives. Or, il se trouve que cette contrainte s'avère bénéfique, car si l'on n'utilise plus nos dents et nos mâchoires, elles vont se fragiliser. Vous le voyez, il est capital de bien mâcher ce que l'on mange, et j'ai l'habitude de dire à mes clientes et clients qu'ils doivent devenir les plus lentes et lents à table. Si l'on vous attend parce que vous mangez lentement, c'est bon signe. Bon, à moins que vous ne soyez lent ou lente parce que vous êtes un moulin à parole bien sûr, mais ça c'est un autre problème. Donc, mâchez. Pendant combien de temps ? Eh bien, jusqu'à ce que chaque bouchée devienne liquide. Et puis, avalez. Un petit truc pour vous aider à faire ça, posez votre fourchette entre chaque bouchée et ne la rechargez pas avant d'avoir avalé. Conseil numéro 5. Du cru en début de repas. Si possible, je vous suggère de débuter vos repas par des crudités ou de la salade, ou par un jus de légumes crus. C'est une habitude que l'on a parfois, de manger une petite assiette de crudités en entrée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Eh bien, cela offre plusieurs avantages. Cela permet d'abord d'apporter des enzymes digestifs et de la vitalité pour la suite du repas. Cela va également permettre d'augmenter la quantité de fibres du repas. Or, les fibres sont capitales pour le transit, mais également pour nourrir notre microbiote intestinal, qui joue un rôle primordial dans le maintien d'une bonne santé, même si nous ne nous en rendons pas vraiment compte. Manger des crudités va également permettre d'équilibrer la balance acide-base du repas. Or, il faut savoir que nos repas sont en général beaucoup trop acidifiants, et que l'acidification de l'organisme est source de nombreux déséquilibres de santé, allant de la perte de cheveux à l'ostéoporose, en passant par de nombreuses pathologies inflammatoires. Enfin, commencer son repas directement par des aliments cuits ou transformés déclencherait un phénomène appelé hyperleucocytose digestive, leucocytes voulant dire globules blancs. Lors de ce phénomène, le système immunitaire considérerait les aliments cuits comme néfastes pour lui et se mettrait en situation de combattre ce qu'il considérerait en quelque sorte comme une infection de l'organisme par des corps étrangers, en multipliant de manière excessive le nombre de globules blancs dans le sang. Cela entraînerait un stress, de la fatigue, une digestion plus longue, et pourrait mener à terme à une hyperactivation du système immunitaire. Et bonne nouvelle, ce phénomène ne se produirait pas ou peu lorsque le repas est débuté par des crudités. Je mets tout ça au conditionnel, car en toute honnêteté, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques prouvant cette hyperleucocytose, à part des observations médicales datant du siècle dernier. Je vous mets un lien si cela vous intéresse, à vous de vous faire une idée. Attention, ce n'est pas parce que c'est froid que c'est cru. Par exemple,
Une salade froide avec des haricots verts, de la betterave en sachet et des asperges, c'est très bon mais rien n'est cru là-dedans. Vous pouvez également remplacer de temps en temps vos crudités par un jus de légumes. Mais attention, si vous êtes diabétique ou que vous souffrez de troubles de la glycémie, les glucides contenus dans les jus passeront potentiellement rapidement dans le sang, donc pourront avoir un effet délétère sur votre taux de glucose, et donc je vous les déconseille. Sinon, si vous n'êtes pas sujet à ce type de problème, sachez que les jus de légumes sans fibres, c'est-à-dire issus d'une centrifugeuse ou d'un extracteur de jus, peuvent être intéressants pour bénéficier des nutriments des légumes si vous avez les intestins fragiles. Un dernier conseil en bonus. Après le repas, ne courez pas. Je vous ai parlé un peu plus tôt du rôle du système parasympathique dans la digestion. Je vous ai recommandé de faire en sorte que vos repas soient des moments de calme et de détente. Mais pour bien digérer, il faudrait idéalement rester dans cet état de relative relaxation pendant tout le temps de la digestion. Et cette digestion peut parfois durer des heures, en fonction de ce que vous avez mangé et de la qualité de votre mastication. Je vous recommande donc de prendre l'habitude d'éviter le stress et la course après vos repas. Par exemple, évitez de faire du sport, de la manutention ou d'aller voir un film d'horreur juste après manger, en particulier si votre repas a été copieux. Idéalement, faites une petite balade digestive à rythme tranquille pendant 15 à 30 minutes, et à midi, si c'est un jour où vous ne travaillez pas, octroyez-vous le temps d'une petite sieste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les mettre en application dans votre quotidien. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.